Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'expatriation sans filtre. Je suis Karine, coach et spécialiste de l'expatriation et aujourd'hui on va parler d'un sujet très sérieux et souvent négligé mais ô combien fondamental, les erreurs administratives. Parce qu'un projet d'expatriation ce n'est pas qu'un changement de décor ni un nouveau départ, c'est aussi une sacrée dose de paperasse. Et je peux vous dire, pour en avoir accompagné des dizaines et en avoir moi-même vécu 7 différentes, que certaines erreurs peuvent littéralement faire tomber votre projet à l'eau. Alors, pour éviter les mauvaises surprises, je vais ici vous détailler 5 erreurs administratives majeures à éviter absolument si vous voulez partir sereinement et surtout rester dans le pays que vous avez choisi. Commençons avec l'erreur numéro 1, ne pas vérifier les conditions réelles d'obtention du visa. Alors ça peut paraître bête dit comme ça, mais il faut savoir que quand même beaucoup de personnes partent avec une idée très vague, voire complètement floue, de ce que leur visa implique réellement. Ah mais je croyais que c'était automatique avec le PVT. Oh, je pensais pouvoir travailler sur un visa touriste. Ah, mais je croyais que mon visa freelance suffisait pour m'installer dans mon pays. Le problème avec ce genre de petites phrases et ce genre d'idées, c'est que les conditions changent selon votre nationalité, votre situation familiale, votre activité professionnelle, votre âge et potentiellement d'autres situations qui ne sont pas forcément évoquées ici ou auxquelles on ne pense pas toujours. Par exemple, un visa digital nomade dont je parle régulièrement peut exiger un revenu minimal mensuel très élevé. Alors, comme à Dubaï par exemple où ils demandent 5000 dollars par mois, c'est pas forcément les plus courants en termes de revenus mensuels. Ce sont souvent des revenus mensuels plus faibles qui sont demandés pour les visas digital nomades. Ceci dit, ça peut exister. Certains visas étudiants, par exemple, n'autorisent pas non plus le travail à temps plein. Travail à temps partiel, oui, mais pas à temps plein, ce qui ne vous permet pas forcément de bien financer votre vie quotidienne lorsque vous êtes étudiant. Également, si vous êtes freelance, vous pouvez avoir le droit de travailler certes, mais pas forcément de rester au-delà de 90 jours sans visa dédié. C'est dans ce cas-là qu'on part souvent avec un visa touriste en se disant « Ah, bah de toute façon, je peux travailler à distance, quel que soit mon visa », sauf que ça ne vous donne pas forcément l'autorisation de rester sur le territoire au-delà de votre visa touristique, à savoir souvent 90 jours. Donc mon conseil dans ce genre de situation, c'est aller toujours chercher les informations à la source. Le site officiel de l'ambassade ou du consulat du pays que vous visez sera votre meilleur allié dans ce genre de cas. Et évitez de vous baser uniquement sur des blogs ou des forums où les uns et les autres peuvent donner leurs avis. Ce ne sont que des retours d'expérience et non pas des sources officielles. Il y a vraiment à boire et à manger sur ces sites-là. Donc restez vraiment sur des sources les plus officielles possibles. L'erreur numéro 2 à surtout éviter, c'est partir avec un visa qui n'est pas adapté à votre projet de vie. Est-ce que vous partez pour vivre dans le pays, pour y travailler, pour étudier, pour monter une société ou juste pour prendre du temps pour vous? Ces projets ne vont pas impliquer du tout les mêmes autorisations de séjour. Et parfois, on va vouloir ruser. Certains pays, je vous l'accorde, le permettent encore dans le monde dans lequel on vit, mais partout, les conditions se durcissent toujours un petit peu, encore un petit peu plus avec le temps notamment. Donc partir avec un visa touriste par exemple et bosser en mode freelance pour ne pas dire au black, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi ruser en essayant de monter une entreprise alors que vous êtes sur un visa vacances-travail, donc le PVT, ce qui n'est pas autorisé par ce type de visa. Vous pouvez aussi faire du télétravail avec un visa étudiant. Alors ça, c'est pas du tout illégal, mais bon, en soi, vous n'êtes pas techniquement, vous n'avez pas forcément le droit de faire du télétravail si c'est pour une entreprise qui se trouve dans le pays dans lequel vous vivez et dans lequel vous étudiez. Le problème, donc, dans tous ces cas de figure, c'est que certains pays sont très stricts et que si vous vous faites choper sur une infraction administrative, ça peut vous mener à différents types de sanctions, du style une expulsion immédiate, une interdiction de territoire, voire même une amende ou des sanctions pour l'employeur ou éventuellement le client local avec lequel vous auriez fait affaire. Un ouvrage que vous pouvez lire et que je vous recommande très fortement d'ailleurs sur ce sujet s'appelle « Travailler à l'étranger sans se tromper de visa ».
rédigé par Yves Pasco aux éditions Vuibert. C'est vraiment un guide qui est très concis mais très bien documenté sur les erreurs les plus fréquentes en matière d'administratif lorsque l'on veut s'expatrier, notamment sur la question des visas. L'erreur numéro 3 maintenant que l'on va aborder, c'est celle de mal anticiper les délais administratifs. L'administration à l'international, ce n'est ni rapide ni simple. Bien sûr, ça va dépendre du pays, mais il faut vous dire qu'il faut toujours compter un certain délai et mieux vaut s'y prendre trop tôt que trop tard. Beaucoup de personnes font cette erreur d'attendre la dernière minute, le bon moment, d'être prêt ou de se dire « Ah, mais de toute façon, ça va, j'ai le temps ». Et on se retrouve dans des situations du style « Mon visa étudiant ? Oh, bah, je le demanderai 2 semaines avant de partir ». Résultat, refus de visa, billet d'avion perdu, rentrée scolaire ratée, et j'en passe. Voici quelques réalités auxquelles ce genre de façon de faire peuvent vous amener. Certains visas demandent jusqu'à 3 mois de traitement. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Pas tous, mais certains. Certains documents aussi doivent être traduits, parfois par des traducteurs assermentés, légalisés également, voire apostillés. L'apostillat, c'est quelque chose que l'on fait faire dans des préfectures, dans certains pays, voire des consulats ou des ambassades. Ça va complètement dépendre de votre document ou du pays dans lequel vous vous trouvez. Ce ne sera pas forcément la même institution qui délivrera ce type de certification. Parfois, il va aussi falloir passer des visites médicales officielles. Pour certains visas ici à Maurice, les visas les plus haut de gamme, si je puis dire, il faut savoir qu'il y a des visites médicales et dans le pays de départ et une fois à Maurice ou que à Maurice, qui sont assez profondes parfois, si vous voyez ce que je veux dire, pour vérifier que vous n'avez pas certaines maladies ou que vous êtes que vous répondez à certains critères de santé pour vraiment venir vous établir sur le territoire directement. Vous allez aussi potentiellement devoir fournir des justificatifs financiers des fois très précis, pas forcément des finances mirobolantes, mais on va vous demander parfois des justificatifs de revenus réguliers, vraiment quelque chose de très clair pour montrer que vous n'essayez pas de truander ou de mentir sur votre situation. Donc ça peut aussi prendre du temps de réunir ces documents. Parfois, effectivement, ça peut aussi être des justificatifs financiers de certaines sommes. Donc ça peut peut-être vous prendre du temps de réunir les sommes en question. Donc c'est tout ça qu'il faut faire aussi rentrer dans les délais qui vont constituer le temps de préparation à votre expatriation. Ce ne sont pas des choses qui se font au dernier moment. Donc un conseil que je peux vraiment vous donner dans ce cas-là, c'est faire une espèce de frise chronologique à minima 6 mois avant votre départ. C'est un délai qui est assez correct, qui est ni trop court ni trop long, avec notamment la date de dépôt du dossier ou des dossiers que vous aurez à déposer en fonction des diverses démarches que vous aurez à faire. La liste des documents que vous devrez réunir pour toutes les démarches également, ainsi que les dates limites imposées par les autorités locales ou les établissements dans lesquels vous devrez déposer les dossiers et effectuer les diverses démarches qui vont aller avec tout le processus de votre expatriation et en fonction de votre type d'expatriation. Voici maintenant l'erreur numéro 4 à éviter absolument, négliger la question de l'assurance santé. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent et la majorité du temps, les personnes y pensent, c'est vrai, mais elle a tendance à être négligée dans le sens où on ne se rend pas forcément compte de ce que j'ai pu expérimenter. On ne se rend pas forcément compte qu'une fois que l'on quitte la France ou l'Union européenne, la couverture santé n'est plus du tout la même et voire inexistante même. Et donc, il va falloir prendre une assurance santé internationale. Quand on est français, c'est pas forcément un réflexe que l'on a puisqu'on a toujours été habitué à une espèce de système un petit peu sécurité sociale, mutuelle, donc où tout est relativement bien pris en charge. Bon, de moins en moins certes, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, on a quand même une certaine logique par rapport à la prise en charge de santé lorsqu'on est français.
Et puis elle peut être aussi sous-estimée cette question, c'est-à-dire, on peut se dire parfois: «Oh ben je verrai une fois sur place de toute façon» ou, «Ah bah, si je trouve un travail, en tant que salarié, l'entreprise me proposera forcément une assurance santé». Alors non, ça dépend, ça va dépendre du pays, ça va dépendre de l'entreprise. C'est pas, il faut vous dire que les normes, qui sont, exigées en France ne sont pas du tout les mêmes dans tous les pays du monde. Il faut se sortir de la tête que la France, c'est la France et que le reste du monde, c'est le reste du monde. Et que globalement, en Europe, par exemple, on va avoir une espèce de cohésion, on va retrouver à peu près les mêmes codes dans tous les pays de l'Union européenne. Mais sorti de là, il faut vous dire que chaque pays fait les choses à sa façon. Donc, il ne faut pas partir en s'imaginant qu'on va retrouver exactement les mêmes codes, les mêmes conventions, les mêmes habitudes et les mêmes façons de faire. Euh, il faut se renseigner, il faut vraiment voir comment fonctionne le pays dans lequel vous voulez vous expatrier. Donc là, vraiment, partir vivre à l'étranger sans assurance santé, c'est vraiment comme faire de la moto sans casque, hein, si je peux prendre une image un petit peu forte. C'est-à-dire que ça peut paraître secondaire jusqu'au moment où le pépin va arriver et où vous allez dire ah bah merde, j'ai pas du tout prévu le cas de figure. Je peux vous prendre mon exemple actuel à l'heure où je suis en train d'enregistrer ce podcast. Je suis à Maurice, je me suis cassé la cheville il y a 3 semaines, je ne m'étais jamais rien cassé, bon à part le coccyx, mais ça reste relativement anecdotique par rapport à la cheville. Donc j'ai un plâtre, j'ai des béquilles et depuis 3 semaines dans un pays où rien n'est fait pour les personnes à mobilité réduite, mais bon, passons sur ce détail. Euh, donc j'ai la chance d'avoir une assurance santé internationale qui est quand même où je suis bien couverte, notamment parce que je suis dans un pays où le coût de la vie est quand même sacrément inférieur à celui de la France et à plus forte raison sur tout ce qui est médical. J'ai accès à un système médical privé à des tarifs qui défieraient toute concurrence dans le public en France. Et ainsi que accès à des spécialistes, à des médecins la veille pour le lendemain. Donc vraiment, de ce côté-là, je suis très bien nantie, très bien lotie, mais parce que j'ai pris une assurance. Ceci dit, honnêtement, au vu des frais médicaux, je reconnais qu'à Maurice et dans plein d'autres pays où le coût de la vie est inférieur qu'en France, euh, on peut se permettre de payer de notre poche des frais médicaux. Je sais que ça peut paraître lunaire pour quelqu'un qui vient de France ou d'un pays occidental et très développé, mais il y a encore beaucoup de pays où payer une assurance santé n'est pas forcément plus intéressant que de payer de sa poche certains soins. Attention, gros, gros, gros bémol sur ce que je suis en train de vous dire, à savoir que si vous avez vraiment quelque chose de très grave qui nécessite une opération, qui nécessite un traitement lourd, je pense à des maladies telles que le cancer ou des maladies avec des traitements à vie ou des cas de figure qui nécessitent des interventions chirurgicales lourdes, que ce soit au niveau cardiaque ou quel que soit, ou même pour une fracture par exemple. Moi j'ai de la chance, dans mon cas, j'ai pas eu besoin d'intervention à tout prix. Mais si j'avais eu besoin d'une intervention chirurgicale, bon, c'est sûr que ça aurait pas été les mêmes prix et j'aurais été bien contente d'avoir mon assurance. Même si à Maurice, voilà, on crève pas non plus le plafond en termes de tarifs. Mais malgré tout, l'assurance aurait été nécessaire et plus intéressante que de payer de ma poche pour ce cas de figure-là. Donc ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que ça va dépendre du pays dans lequel vous allez. Il y a des pays où c'est pas du tout négociable de prendre une assurance santé. Il faut la prendre à tout prix. Certains visas, de toute façon, vous obligeront à en contracter une. Et de toute façon, mieux vaut partir avec une assurance qu'avec rien du tout, parce que vous ne savez jamais ce qui peut vous arriver. Et que là, j'étais bien contente, par exemple, de me dire que j'étais prise en charge, même si au final, comme je vous le dis, les frais engagés sont inférieurs finalement à ce que je paye pour l'assurance, mais ça, je ne pouvais pas le savoir à l'avance. Et puis au moins, je suis couverte dans un tas de pays du monde. Ce n'est pas que pour le pays d'expatriation actuel. C'est aussi valable en France sur certaines périodes de l'année. Donc, ce n'est pas strictement réservé au pays que vous aurez choisi. Ça vous permet quand même de bouger, de voyager dans d'autres pays et d'être toujours couvert de la même manière par cette assurance-là. Attention toutefois,
il y aura des exclusions si jamais vous partez dans un pays où le coût de la vie est inférieur à celui de la France. Les pays les plus riches seront généralement exclus de la liste pour la simple et bonne raison que le devis qu'on vous aura fait par exemple pour Maurice ne sera pas du tout le même que celui qu'on vous ferait pour Singapour ou les États-Unis, qui sont des pays où les frais médicaux sont beaucoup plus chers et où le devis qu'on vous aurait fait pour les États-Unis serait beaucoup plus élevé et beaucoup plus en adéquation avec les éventuels frais médicaux engagés dans ces pays-là. Sinon, l'assurance, c'est sûr qu'elle va y perdre très gros si vous allez vous faire soigner dans ces pays-là, alors que vous êtes censé vous faire soigner dans un pays où le coût de la vie est 10 ou 15 fois moins cher, quoi. Donc vraiment, croyez-moi, les coûts de santé dans certains pays, comme je vous le disais, peuvent être astronomiques. Un simple passage aux urgences aux États-Unis, comme je vous le disais, peut dépasser 1500 $. Ici à Maurice, ça m'a coûté à peu près 200 ou 300 euros, pas plus. Et encore, je vous dis, tout compris, hein, radio, médecin, béquille, le compte-rendu, enfin les médicaments, voilà, tout compris avant de voir l'orthopédiste, voilà, entre 200 et 300 euros, pas plus, vraiment tout compris. Une opération en Australie, ça peut être plusieurs milliers d'euros. Vous voyez, là on parle forcément des pays riches. Mais ceci dit, même dans un pays considéré comme bon marché, les soins pour étrangers sont souvent plus chers que pour les locaux. Enfin, ça c'est surtout parce que les étrangers vont souvent aller dans des établissements privés ou des établissements plus haut de gamme, donc de fait plus chers. C'est exactement mon cas à Maurice. On va dans des cliniques privées où on est très bien servi, où il n'y a pas d'attente, où il y a toutes les spécialités à notre disposition et pourtant on paye moins cher qu'en France et on est mieux loti et mieux soigné qu'en France presque. Et ils ont vraiment tout l'équipement moderne, voilà. Sauf qu'un Mauricien, lui, il pourrait clairement pas se payer ce service. Le Mauricien, lui, il va à l'hôpital public, comme c'est devenu le cas maintenant en France. Les gens qui peuvent se le permettre vont plutôt en clinique, même si c'est plus autant la panacée qu'avant. Et tous ceux qui peuvent pas se le permettre, ils vont à l'hôpital public et ils font avec. Et là, au moins, ils sont sûrs de ne pas avoir des avances de frais ou du tiers payant ou des choses comme ça. Donc vraiment, ce qu'il vous faut dans ce cas-là, ça va être, comme je vous le disais, une assurance santé internationale qui sera adaptée à votre pays de destination. Comme je vous le disais, elle vous couvrira dans un certain nombre de pays. Donc regardez bien la liste, comme ça vous saurez à quoi vous en tenir. Ainsi qu'une assurance rapatriement. Et si jamais vous partez en Europe, tout simplement, vous pensez bien à vous faire la carte européenne d'assurance maladie, qui est valable pour les courts séjours, mais qui vous permet, donc de toute façon vous pouvez la renouveler tous les, je sais plus combien de temps elle est valable, tous les 2 ou 3 ans je crois, la petite carte bleue et blanche là, que vous demandez auprès de votre sécurité sociale. Et voilà, sur un pays d'Europe, ça fonctionne très bien. Vous vous faites soigner, mettons, en Espagne, vous envoyez les factures à votre sécu française et à votre mutuelle française. Et vous êtes pris en charge, sur la base des remboursements français, hein, il ne faut pas rêver non plus. Mais voilà, ça fonctionne comme ça. Et sans cette carte-là, malheureusement, vous ne serez pas dans les registres médicaux européens. Donc, ils risquent de vous dire « Ah, vous n'avez pas fait votre carte, donc on ne vous remboursera pas. » Ça m'est déjà arrivé. Et je vous parle de l'Espagne parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des frais médicaux en Espagne, justement. Donc voilà, ceci dit, ça reste l'Europe. Donc, normalement, vous êtes pris en charge au moins dans le public sans forcément faire d'avance de frais si tout va bien. Un ouvrage que vous pouvez lire donc sur le sujet de la santé lorsque l'on s'expatrie, c'est par exemple L'assurance santé en expatriation de Dominique Bailly aux éditions L'Extenso. C'est un ouvrage qui est un petit peu technique, mais qui est quand même hyper utile pour comprendre tous les enjeux que l'on rencontre en termes de santé à l'international lorsque l'on s'expatrie en fonction des profils de chacun. Et enfin, notre 5e erreur à éviter au niveau des démarches administratives, c'est celle d'oublier ses obligations avec la France. Oui, parce qu'on a beau être expatrié, on a encore quand même des choses à penser en tant que ressortissant français vis-à-vis de notre pays.
même en vivant à l'autre bout du monde, vous avez encore des comptes à rendre à la France. Surtout, la France n'est pas le genre de pays à vous lâcher la grappe aussi facilement, n'est-ce pas? Alors voici les choses que l'on oublie de manière assez classique, du type déclarer sa résidence fiscale à l'étranger, notamment auprès du fisc français. Alors ça c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire et comme je dis toujours, lorsque vous partez, ce n'est pas quelque chose que je vous recommande de faire tout de suite. Attendez un certain temps, gardez une adresse en France, continuez de faire votre déclaration d'impôt en France même si vous n'avez plus de revenus dans le pays, peu importe, enfin ça n'a aucune espèce d'incidence sur votre expatriation, c'est simplement le temps d'être sûr que vous allez rester, de voir combien de temps vous allez rester dans votre pays d'expatriation. Moi, de toutes mes expatriations, je vais vous dire, j'ai passé au total peut-être 5 ou 6 ans à l'étranger et jamais je n'ai été, jamais je n'ai quitter la France en termes de résidence fiscale. J'ai toujours fait des déclarations d'impôts, même si je déclarais zéro revenu puisque je gagnais à l'époque des revenus à l'étranger. Et ça dérangeait personne en fait, c'est juste que je gardais un pied en France avec une adresse en France et ça suffisait et personne n'est jamais venu mettre le nez dedans. Et une fois qu'on rentre en France, on peut tout à fait déclarer les revenus qui ont été touchés à l'étranger sur cette année où on rentre en France. Également, informer votre caisse de sécurité sociale de votre départ. Ça, c'est exactement la même cas de figure que pour le fisc. Moi, c'est un truc que j'ai jamais fait. J'ai jamais précisé à la Sécu que je partais vivre dans tel ou tel pays. Pour la simple et bonne raison que dans la mesure où je gardais une adresse en France, je gardais ma carte vitale française. J'ai toujours gardé ma carte vitale française parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et bonne nouvelle, ça ne vous coûte strictement rien. Donc, pourquoi se priver? Si jamais vous avez un pépin un jour et que pour une raison ou pour une autre, bah, vous êtes en vacances en France ou que bah, sur ce problème médical un peu particulier, vous n'avez pas forcément envie de vous faire soigner dans votre pays d'expatriation, et bien vous avez le droit, vous êtes ressortissant français, vous avez quand même le droit de rentrer au pays pour vous faire soigner. Donc c'est bien d'avoir la sécu française sans avoir des démarches X ou Y potentiellement compliquées à effectuer pour pouvoir en bénéficier. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est changer votre adresse officielle auprès des impôts. Encore une fois, ça rejoint un petit peu la même logique, rien ne vous y oblige, sauf si, par exemple, vous quittez votre résidence principale actuelle et que donc soit vous rendez un appartement pour lequel vous étiez locataire, donc dans ce cas-là, effectivement, vous n'y résidez plus, donc mettez votre résidence officielle française chez un ami, chez de la famille, voilà, chez quelqu'un en fait chez qui vous recevrez tout bonnement votre courrier, hein, tout simplement. C'est ce que j'ai fait par exemple avec ma mère actuellement. À l'époque, c'était chez mon frère, donc on varie les plaisirs. Mais dans tous les cas, changez bien votre adresse si jamais vous voulez garder une résidence en France. Assurez-vous de vous domicilier tout simplement chez quelqu'un qui pourra recevoir votre courrier et vous dire si vous avez des choses à faire, si vous avez des bonnes ou des mauvaises nouvelles qui tombent par la poste. Et au moins, tant que vous n'êtes pas sûr d'être complètement à l'étranger, ne faites pas de gros changements à ce niveau-là. Et enfin, une autre chose que vous pourriez éventuellement faire, c'est mettre à jour vos comptes bancaires, vos abonnements, vos mutuelles, vos contrats. Alors, il y a des choses qui sont vraiment indispensables là-dedans. Dans la mesure où vous prendriez une assurance santé internationale, plus besoin d'avoir une mutuelle. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait résilier. Les abonnements, alors on peut parler de divers abonnements, Internet, téléphone. Aujourd'hui, on a Netflix. Je pense aussi à Amazon parce que par exemple, Amazon ne livre pas à Maurice, donc nous on a résilié tout simplement Amazon. Bon, on a gardé Netflix parce qu'on l'utilise. On a résilié notre abonnement Internet puisqu'on ne réside plus dans un logement en France, donc aucun intérêt de garder un abonnement Internet. En revanche, on a gardé notre abonnement téléphonique parce qu'on voulait conserver notre numéro français et que de toute façon, que l'on rentre pour des vacances ou qu'on rentre pour une période un petit peu plus longue, ben en fait, vu ce que ça nous coûte, ça vaut pas le coup de résilier réellement. Puis
Ça ne sert absolument pas à Maurice, mais voilà, dès qu'on va rentrer en France, on sera bien content de pouvoir retrouver notre abonnement français classique, voilà, sans avoir des démarches un peu pénibles à faire. Pareil pour tout ce qui est assurance auto, ça vous en aurez plus besoin, donc vous pouvez tout à fait résilier. Assurance habitation, voilà, toutes ces choses-là que vous pouvez tout à fait faire. Et ça, même, je vous recommande fortement de le faire. Tous les trucs où vraiment vous n'en aurez plus besoin du tout parce que vous ne serez physiquement plus là et que ces choses-là dépendent purement de votre présence ou non. Alors, si vous ne faites pas les divers éléments que je viens d'évoquer, vous pouvez risquer certaines choses du type des doubles impositions. La double imposition, c'est payer à la fois des impôts sur les revenus que vous allez toucher, quel que soit le pays. Enfin non, ça va être payer des impôts en France pour des revenus que vous allez toucher dans votre pays d'expatriation, mais pour lesquels vous allez aussi payer des impôts dans votre pays d'expatriation. C'est ça la double imposition. Alors, il faut savoir que la France a signé un accord de non-double imposition avec un certain nombre de pays dans le monde. Il faut chercher la liste sur le site officiel du gouvernement. Elle est très facile à trouver. Vérifiez donc à quelle catégorie appartient le pays d'expatriation que vous visez. Si effectivement vous êtes toujours résident fiscal français, comme je vous le disais, pour ne pas vous compliquer l'existence dans les premiers temps au moins, assurez-vous que si vous partez dans un pays où il n'y a pas cet accord, vous ne paierez pas double imposition en fonction de votre activité. Si vous continuez d'exercer une activité à distance en France, en restant auto-entrepreneur par exemple, comme c'est mon cas actuellement, bon, bah, c'est ok, vous avez des revenus qui sont générés en France, donc vous payez vos impôts en France, ça ne concerne aucunement votre pays d'expatriation. Si en revanche, vous percevez des revenus issus de votre pays d'expatriation, vérifiez que ce pays-là dispose bien de l'accord de non-double imposition avec la France. Sinon, les deux pays vont vous imposer et vous allez payer double revenu. Or, si vous quittez la France, c'est quand même aussi un tout petit peu pour échapper à sa lourde fiscalité et payer moins d'impôts tant qu'à faire. Sinon, c'est pas très intéressant. Vous pouvez également risquer des contrats qui vont être annulés pour fausse adresse, par exemple. C'est pour ça que je vous dis bien de mettre une adresse qui existe, qui est réelle, et où il va y avoir quelqu'un, un vrai destinataire qui va pouvoir réceptionner votre courrier. Dans mon cas de figure, on a mis chez ma mère parce que on sait qu'elle est là, qu'elle va réceptionner les courriers, qu'elle va ouvrir les lettres, qu'elle va nous dire de quoi il retourne et qu'elle va nous transmettre le message dans les temps et puis que c'est une vraie adresse aussi, c'est-à-dire que c'est pas juste un champ où il n'y a pas de boîte aux lettres, quoi. Donc le facteur ne pourra jamais dire ah ben non, il y a aucune boîte aux lettres à cet endroit-là, c'est une adresse fictive, voire factice, et donc la personne qui a déclaré habiter là, en fait, elle a menti. Donc ça pourrait aussi vous poser des problèmes, que le fisc ou le gouvernement mette un petit peu le nez dans vos affaires et voilà, vous posez des soucis, vous n'avez pas fait les déclarations tout bien comme il fallait, de manière carrée, comme on vous le demande. Voilà, sachant que dans ce que je vous dis, de ne pas forcément tout déclarer dès que vous partez parce que ça vous permet de garder encore un pied en France avant d'être sûr de finaliser toutes les démarches à fond pour vraiment quitter complètement le territoire français, ça n'a absolument rien d'illégal, hein. Il y a des tas de gens qui vivent comme ça, avec un pied en France, un pied ailleurs, parce qu'ils font, je sais pas, 6 mois en France, 6 mois ailleurs, ou que, voilà, ils veulent garder certaines attaches avec la France. C'est pas du tout illégal, c'est tout à fait ok, du moment que vous continuez à vous comporter de manière parfaitement légale vis-à-vis de tout cela. Enfin, vous risquez des poursuites administratives inutiles, encore une fois, c'est si vraiment vous avez essayé de truander. Mais bon, enfin, honnêtement, de toutes mes années d'expatriation, je n'ai jamais entendu personne me dire que ça lui est arrivé. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Et comme je vous le dis, tant que vous restez dans la légalité et dans les clous, personne n'a le droit de vous empêcher de garder une adresse en France comme une espèce de boîte postale, de continuer à faire votre déclaration d'impôt en France et de vivre, d'avoir une autre vie complète dans un pays
complètement autre. C'est jusque-là, il n'y a vraiment pas de difficulté. Alors, un petit conseil que je peux vous donner sur ce point-là, renseignez-vous par exemple sur le PVT fiscal, c'est-à-dire la convention bilatérale entre la France et votre pays d'accueil, et consultez aussi le service des impôts non résidents qui s'appelle le SIPNR, où vous aurez un maximum d'informations donc sur tous les éléments que l'on vient d'évoquer. Donc, en résumé, sur ces erreurs administratives à éviter au maximum lorsque vous allez vous expatrier, elles ne sont pas toutes anecdotiques. Certaines oui, d'autres non, mais elles peuvent être particulièrement handicapantes et carrément gâcher votre projet de vie, bloquer éventuellement votre installation dans votre nouveau pays, engendrer des frais, du stress, voire une expulsion, enfin bref, tout un tas de complications que l'on cherche absolument à s'éviter. Donc, s'il vous plaît, prenez à minima le temps au moins de vous renseigner, de poser bien les bases, de vous informer et éventuellement de vous faire accompagner au besoin. Et si vous sentez que cette partie administrative vous fait peur, je sais qu'elle fait peur à beaucoup de monde, qu'elle vous embrouille ou qu'elle vous empêche d'avancer, vous pouvez réserver un appel découverte gratuit avec moi, ça ne vous engage à rien. On fait le point ensemble sur votre situation, votre projet, vos inquiétudes, vos doutes et tout ce qui peut vous bloquer ou vous poser question sur ce sujet, et je vous aiderai vraiment à éviter toutes ces erreurs-là. Le lien pour ça est dans la description de cet épisode comme toujours. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur tout ce qui est démarche administrative lorsque l'on s'expatrie. Prenez bien soin de vous, soyez vigilants dans vos démarches et surtout vivez votre projet d'expatriation avec lucidité et enthousiasme. Même si l'administratif est indispensable, ça l'est aussi dans votre quotidien actuel et ce n'est pas du tout un frein à quoi que ce soit, il n'y a rien d'insurmontable. On se retrouve donc très vite dans le prochain épisode de l'expatriation sans filtre.